Bonsoir à toutes et à tous, hein. Bonsoir les amis. Bienvenue à vous. Nous sommes donc dans la room, les speakers conférence club organisée par les speakers avec Eric Blot et l'AFCP avec Philippe Boulanger. Alors nous sommes ravis ce soir d'accueillir Jean-Ange Lalican. Bienvenue à toi Jean-Ange. Merci d'être avec vous et puis de pouvoir participer à cette belle aventure. C'est un plaisir. Alors Jean-Ange, tu es conférencier professionnel en management, gestion des ressources humaines, en management de la bienveillance et de l'optimisme. Tu es à la fois doté d'une triple formation, j'ai beaucoup appris lors de notre interview, architecture, ressources humaines et coaching. Jean-Ange, tu as partagé ta vie professionnelle dans ces trois disciplines. Alors, tu es aussi maître de conférences à l'université depuis quelques 25 années sur le management et les ressources humaines, notamment à l'université de Rennes et de Sciences Po. Alors, la Bretagne résonne fort à la fois en toi et dans ta vie. Tu es aussi l'ancien président fondateur de la Commission nationale stress et qualité de vie au travail de l'ANDRH. Et j'ai été assez impressionnée de savoir que tu as participé dans le cadre de cette commission très tôt, d'ailleurs, sur les problématiques de gestion du stress en entreprise. Alors, tu consacres des travaux au mieux-être des salariés dans l'organisation. Et notamment, ce que nous pouvons dire aussi, pour conclure, c'est que tu as lancé le premier colloque en France sur le thème Ho Happy Braise, et qui a démarré et que tu as l'intention de développer au niveau régional. En même temps, un ouvrage, un beau cadeau que tu as réalisé lors de ton ouvrage L'art de déléguer chez Duno, avec le concept du mapping des responsabilités. Alors, tu vas nous parler de tout ça, tu vas nous parler d'apprentissage de la bienveillance. Notamment, tu en parles avec ta conférence signature, Osons la bienveillance et soyons audacieux. Alors, Jean-Ange, nous l'avons compris, tu es spécialiste de la bienveillance. Est-ce que tu pourrais nous expliquer cette préoccupation de l'humain? Alors, je ne sais pas si on est spécialiste de quelque chose, en tout cas, on l'essaye de l'être. Et en ce qui me concerne, c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai entamé quelques travaux, y compris avec une amie qui est directrice de recherche. Et on a essayé de le faire un petit peu sur deux approches, l'approche occidentale et l'approche orientale, et on a découvert un tas de sujets qui nous ont pas nécessairement étonnés, mais qui nous ont permis de travailler ces sujets-là de manière beaucoup plus efficiente. Et il en sortira d'ailleurs un livre qui paraîtra en septembre de cette année, avec ce même titre que tu évoquais tout à l'heure, Osons la bienveillance et soyons audacieux. Ce que j'ai pu remarquer, puisque tu me posais la question, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'ai remarqué que d'une part, l'individualisme grandit partout, dans toutes les entreprises et dans toutes les têtes également aussi, et que le fait de se rapprocher un petit peu des autres peut nous donner le sentiment d'être un petit peu plus dans l'alignement de ce que l'on souhaite faire si on veut qu'à un moment on vive tous bien ensemble, quoi. La particularité, c'est, enfin, celle à laquelle je crois, c'est qu'aujourd'hui, on s'ignore, souvent on ne se connaît pas, on connaît un petit peu les choses, on va dire, de manière superfétatoire, mais on ne va pas plus loin que cela. Et l'idée d'aller un peu plus loin, d'échanger avec les personnes, travailler sur les émotions avec cette personne que l'on a en face, on va trouver des choses extraordinaires, et notamment, pourquoi pas, d'ailleurs, c'est un peu le sujet de ce soir, et pourquoi pas travailler ensemble. Comment on peut créer ces binômes, ces trinômes, dans l'action que l'on peut avoir sur la conférence, sur des interventions de tout ordre d'ailleurs. Je crois qu'il y a véritablement aujourd'hui beaucoup de créativité à avoir, et cette période que nous venons de traverser peut-être nous convainc finalement à aller un petit peu plus dans le développement de ces postures, de ces attitudes et de ces comportements. Allô, allô? Tu es actuellement et depuis quelques années manager à la CARSAT, donc Oui. tu manages au quotidien, donc tu fais preuve de tes talents à la fois RH, stratégique et managérial. Mais qu'est-ce qui a fait, quel a été le déclic sur cette bienveillance et pourquoi ce don de bienveillance en entreprise vraiment? Est-ce que tu as une idée, une histoire à nous raconter sur le sujet? Ce qui s'est passé d'une certaine manière, j'ai vu
très, très souvent, par manque de perception des autres, de l'agressivité se mettre en place. Et on sait très, très, très bien qu'aujourd'hui, on travaille plutôt en silo, rarement en collectif, même si ça s'améliore et j'en suis satisfait. Il n'empêche que, moi, ce qui m'avait marqué, c'était de voir que, finalement, on ne rencontrait pas tous les gens en même temps, que chacun travaillait, de manière isolée et que l'intérêt était d'aller vers les personnes. Et quand j'ai souhaité, travailler sur la responsabilité, même si ça n'a rien à voir de prime abord, il n'empêche que ça a permis aux personnes de pouvoir parler avec leurs propres mots de ce qu'ils faisaient et pourquoi ils étaient responsables et pourquoi ils étaient responsables avec les autres. Et à partir de ce moment-là, cette notion d'envie de travailler ensemble a commencé à poindre et j'ai vu que les choses se mettaient beaucoup plus naturellement en place. Mais souvent, c'est par méconnaissance. En fait, on ne se connaît pas dans le monde de l'entreprise. Je dis pas qu'on s'ignore, parfois ça arrive. Heu, Entre des gens de différents secteurs dans l'entreprise, on peut s'ignorer. Le fait de travailler ensemble, c'est à mon avis la clé de la performance de demain de l'entreprise. Plutôt que de chercher parfois à travailler sur la baisse de la masse salariale, il serait peut-être plus intéressant de savoir comment les gens travaillent ensemble et comment on peut les faire travailler mieux encore ensemble. Et en même temps, dans ta conférence signature, hein, c'est bien osons la bienveillance et soyons audacieux. Et je voudrais savoir quel lien tu fais entre la bienveillance et l'audace et que tu nous exprimes vraiment, voilà, la connexion entre ces deux mots et puis le côté concret, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas assez audacieux. La bienveillance, on prend toujours ce terme-là un petit peu comme quelque chose de mièvre, en disant: «C'est bisounours, oui bon, la bienveillance, c'est gentil, mais enfin ça va pas très loin, quoi». Et en fait, le simple fait de s'écouter ou de s'observer et de voir que parfois certaines personnes sont en gêne un petit peu, comme moi je l'ai pu l'être ailleurs aussi, hein, face à des personnes, on ne sait pas du tout comment on va les interpeller. Et on s'aperçoit que dans certains cas, le fonctionnement ne se fait pas parce qu'on n'a pas prêté attention à l'autre, mais une vraie attention. C'est-à-dire qu'on regarde un petit peu ce qui se passe, on observe, on ne réagit pas nécessairement, on essaye d'agir le plus sereinement possible, justement en questionnant un peu la personne de manière à droite pour essayer de savoir ce qui l'anime ou ce qui ne l'anime pas dans l'instant présent. Et remettre l'engagement dans l'entreprise, pour moi, est une préoccupation importante. Quand on sait qu'on a une étude qui est récurrente, comme celle que l'on peut constater au niveau de Gallup, même si effectivement elle ne reprend pas tous les éléments et on peut parfois se dire qu'elle est peut-être pas parfaite, mais somme toute elle est récurrente, où à peu près depuis 5-6 ans, on observe que 9% seulement des Français se sentent engagés dans l'entreprise. C'est quand même assez étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait tout à fait accepter que dans l'entreprise, 91% ne le soit pas. Alors, c'est pas tout à fait aussi exact que ça, mais en même temps, 65% de ces 91-là sont aujourd'hui un peu dans une forme de ventre mou, c'est-à-dire des gens dans l'indécision qui ne savent pas trop finalement comment adopter les meilleures situations pour se mettre dans l'entreprise. Au plus fort d'eux-mêmes, et aussi de manière individuelle, certes, mais de manière collective. Et on s'aperçoit également aussi qu'il y a à peu près 26% de gens qu'on peut dire non alignés dans le monde de l'entreprise, parfois opposants, presque un petit peu comme je peux les appeler parfois des saboteurs. Alors notre préoccupation en tout cas, à un moment, plutôt que de commencer par ces personnes-là qui sont un petit peu dans le retort, essayons plutôt de nous intéresser finalement aux personnes qui sont dans une indécision. Il ne leur faudrait pas grand-chose pour pouvoir pencher du bon côté en leur donnant les bons outils, en leur donnant de l'envie, en leur permettant de se mettre acteurs de l'entreprise, des actifs permanents. Et si je renvoie ce mot actif permanent, c'est que ça nous renvoie un petit peu à l'aspect de gestion. Comme on gère l'entreprise aujourd'hui un peu trop souvent dans les chiffres, l'idée de s'apercevoir que l'on a un actif intéressant qui sont, en tout cas les personnes de l'entreprise, les différents équipiers, je préfère équipier à collaborateurs d'ailleurs, parce qu'il est plus positif, c'est de montrer que on peut arriver à décider des personnes à s'engager dans l'entreprise à partir du moment où ils sont dans un environnement bienveillant, dans lequel on se préoccupe d'eux sans exagération, juste simplement en essayant de prendre contact avec eux chaque jour qu'il est utile. Et pour les managers, eh bien, le contact journalier est très important. Comme d'ailleurs aussi l'approche que l'on peut avoir vis-à-vis de ces salariés en leur envoyant de temps en temps aussi un écho sur ce qu'ils font. En leur disant quand ils ont bien fait, le plus souvent possible d'ailleurs.
Et c'est pas gênant de se sentir remercié. Moi, je ne vois pas dans l'entreprise quelqu'un venir nous voir en disant, bah, attendez, chef, ou patron, ou manager, tu m'as récompensé lundi, tu vas quand même pas revenir le mardi pour me dire encore que j'ai bien fait. Donc, il y a une forme de gêne. Et pourtant, on ne devrait pas y en avoir. On devrait être satisfait de temps en temps d'avoir quelqu'un qui vous dise, super, un peu comme une forme de routine, si tu vois ce que je veux dire, Claude. Cette routine qui engage les personnes et qui leur donne envie d'être dans l'entreprise et de s'engager et aussi de vouloir se trouver actifs. Donc, donnons-leur la possibilité d'oser, oser aussi être bienveillant avec les autres, parce que bien évidemment, la bienveillance n'est pas que dans un sens, elle aussi se trouve dans le second sens. Cette réciprocité leur est active, puisque de toute façon, elle engage l'autre dans ces cas-là à être dans un circuit positivement intéressant et surtout très optimiste. Alors, nous parlons de bienveillance depuis quelques instants, des définitions de la bienveillance, il y en a énormément. Et j'ai envie de te demander, en toute confidence, si tu devais voilà, donner ta propre définition, ton explication à tous nos amis conférencières et conférenciers ce soir, qu'est-ce que tu dirais? De la bienveillance, euh, alors bien entendu, on peut aller facilement à la chose la plus évidente, c'est bienveiller à soi, bienveiller aux autres. Je dirais que la bienveillance, elle commence d'abord par soi-même. Si on est bien soi-même, on a plus de chances d'être bien avec les autres. Je vois trop souvent des gens partir sur l'idée de je vais être bien avec les autres, je vais me forcer à être quelqu'un vis-à-vis des autres. Se forcer déjà en soi, c'est quelque chose de pénible. Donc essayons d'être bien, c'est-à-dire que on est ce que l'on est avec nos qualités, nos défauts, mais si on se sent bien, ça va se ressentir auprès des autres. Et là, on va pouvoir effectivement être bienveillant avec les autres. Donc commençons par nous-mêmes. Donc la bienveillance, pour moi, la meilleure définition, commencez par vous-même, vous le serez aussi par la suite avec les autres. Donc, commençons par être bienveillant soi-même. C'est Oui. très joli cette phrase. Alors, tu as été bienveillant envers toi-même et cela parce que tu es un fin gourmet, mais je sais de toi que tu es aussi un gourmand. Oui. Alors, d'un mot, tu as voulu t'en amuser et tu nous proposes régulièrement sur les réseaux sociaux des recettes culinaires qui me régalent parce que moi aussi je suis très gourmande, avec un clin d'œil humoristique. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces publications de recettes de cuisine? Raconte-nous l'histoire de ces recettes. Ah, à l'origine, comment ça a démarré? Mais en fait, c'est vrai que je suis un fan de cuisine, j'aime cuisiner, mais je suis pas le seul, il y en a bien d'autres. La particularité, c'était, comme j'avais 2 préoccupations, la cuisine et le management, comment associer les 2? Et je me suis dit qu'après tout, on parle souvent de recettes dans l'entreprise. Eh tiens, est-ce que tu as une recette à nous donner? Bah, comme ça, l'envie ne me venait pas. Et puis un jour, je me suis dit, mais si j'essayais de composer des approches managériales sous la forme d'une recette, c'est-à-dire qu'il faut des ingrédients, de bons ingrédients pour réussir une recette qui soit agréable et pour laquelle on ait envie, bien entendu, je dirais, de déguster. Donc, je suis parti sur le sujet, on a fait une première. Bon, elle n'était pas des plus merveilleuses, mais je me suis dit, je vais y aller jusqu'au bout. Et puis, j'en ai fait une, deux, trois, quatre, cinq, six. Et puis, à un moment, c'est, je crois, aux alentours de la 10e, je me suis dit, on était à la fin de l'année. Et si j'en faisais une vidéo? Et là, je me suis fait mal tout seul, comme on dit. Mais en même temps, c'était un vrai plaisir, au bout du compte, que d'exercer cette approche-là en montrant comment on pouvait réaliser une vraie recette. C'était un gâteau. Ce gâteau, on peut le réussir, mais en même temps, j'ai présenté une recette de management. Et là, j'ai fait la 13e là, récemment. Alors quand je dis management, entendons-nous, c'est aussi quelque chose qui peut aller au-delà du management et qui tout simplement touche à la vie collective. Très bien. Alors, continue à nous régaler avec tes recettes de cuisine. Tout à l'heure, tu nous parlais engagement. Oui. Et c'est vrai que nous en parlons beaucoup en ce moment dans les organisations. On parle de sens. Le sens est écrit à l'encre rouge sur les murs des différentes organisations publiques et privées. Le why, le sens. Alors, je voudrais savoir, voilà, quelle est l'importance pour toi de ce sens et comment tu peux faire le lien entre sens et bienveillance? Ouais, je pense que déjà, quand on est bienveillant, je lis ça aussi pour tous les managers, je suis encore assez atterré aujourd'hui de voir qu'on définit des objectifs sans donner les moyens. Il y a qu'à Faucon.
hein. Allez-y, il va falloir faire ceci. Mais est-ce qu'on donne les moyens de la réussite? Est-ce qu'on donne les moyens de l'autonomie aux personnes? J'en suis pas convaincu, en tout cas pas suffisamment. Et en tout cas, est-ce qu'on donne le plaisir aux personnes de se mettre en action? Alors cette notion de plaisir, elle est d'évidence aujourd'hui que c'est celle-là qui touche à la bienveillance. Si je donne du plaisir à quelqu'un, je vais lui donner de l'envie, l'envie d'entreprendre, l'envie de se dépasser, l'envie d'aller plus loin, l'envie également aussi de travailler avec les autres. Donc, moi je l'ai pu le constater que souvent il y a des personnes qui manquent d'envie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu ce message depuis très très longtemps. Et bien évidemment, ils sont restés sur je dois faire, donc sur de la contrainte, quelque chose de violent qui, quelque part, les bride plutôt que ne les fait avancer. Alors que quand on donne l'envie à la personne de réussir en lui disant: «Tu vois, si je pointe quelque chose là, est-ce que tu vois bien où on veut aller? Le sens? Oui. Eh bien, on peut y aller comme ça. Et toi, tu le verrais comment?» Quand la personne commence à dire: «Moi, je le verrais bien comme ça», on sent que la personne est en train de faire les premiers pas dans l'engagement. Et il suffit de lui donner l'envie pour qu'elle aille encore plus loin et plus vite encore. Donc on peut y gagner beaucoup dans l'entreprise à la condition de donner de l'envie aux personnes, de leur laisser exprimer également aussi la manière dont eux, ils souhaiteraient entreprendre les choses. On est trop directif dans l'entreprise. On veut trop que les choses aillent dans un sens qui est un sens directif et qui n'est pas un sens commun. Donc je crois que là, il faudrait peut-être passer par de nouvelles définitions et probablement, heu, peut-être par l'encouragement que l'on peut donner aux personnes pour qu'elles puissent justement s'organiser dans l'entreprise, heu, dans leur approche, qui n'est pas nécessairement complètement iconoclaste par rapport à l'approche, générale de l'entreprise. Je pense que les gens ne sont pas stupides, s'ils sont dans l'entreprise, ils ont compris pourquoi ils devaient faire certaines choses. Seulement la manière dont ils l'expriment, souvent, elle est forcée par les propos d'un manager et pas nécessairement par leurs propres propos. Donc aujourd'hui, c'est de donner la liberté de citer, d'être véritablement citoyen dans l'entreprise. Je crois qu'on a beaucoup à faire aujourd'hui dans les entreprises pour y arriver. Mais je suis convaincu qu'on peut y réussir et que c'est probablement l'un des axes de développement des entreprises aujourd'hui. Axe de développement de l'entreprise aujourd'hui, d'ailleurs des organisations publiques et privées. Donc nous ressentons bien que tes credos, le sens, l'engagement. Qu'est-ce que tu dirais aux conférencières et conférenciers qui sont finalement des femmes et des hommes qui s'engagent à communiquer un formidable discours à tous dans les organisations ou auprès du grand public. Marianne Rollo dirait des rôles modèles, puisqu'elle est là et elle nous écoute. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais pour aller plus loin dans l'engagement, donner encore plus de sens? Quels seraient tes conseils? Je pense que déjà, il faut développer la variété de leurs actions. Il faut se donner ce stimulus qui est très important, c'est qui nous force un petit peu à la créativité et qui rend possible aussi la mobilité de la réflexion. Ça, ce serait le premier point. Donc, développer la variété de nos actions. Organiser nos responsabilités conjointes. Je pense qu'aujourd'hui, résolument, et la, la, la période que l'on vient de traverser nous l'a montré, le plus important aujourd'hui, c'est de ne plus travailler seul. C'est de privilégier la coopération à la compétition. Je pense que le groupe et l'équipe vont certainement devenir beaucoup plus efficaces que certainement la simple organisation d'une seule personne. Donc, donner de l'importance à ces développements constructifs avec peut-être plus de chances d'aboutir à quelque chose d'ailleurs. Donc, je pense que le deuxième point, ça serait organiser nos responsabilités conjointes. Pour autant, ne pas se priver non plus, ça serait le troisième point, de conserver notre autonomie. C'est-à-dire avoir cette part de supervision des actions, même dans le collectif, et puis garder une certaine responsabilité pour toujours se donner l'envie de réussir collectivement. Et enfin, un quatrième point, si je peux me permettre de le donner, ça serait de maintenir une bonne adéquation entre le résultat et le plaisir. Ne jamais abandonner cette notion de plaisir. Si on travaille aujourd'hui trop sur la contrainte, il est évident qu'à un moment, on va se, comment dirais-je, se brûler, comme disent les Canadiens. On peut pas se brûler là-dessus. Et pour ça, il faut agir en cohérence avec tous les styles de personnalité. C'est pas si évident que ça. Ça veut dire qu'à un moment, ça demande beaucoup de développement sur l'écoute. Ça demande beaucoup de développement sur l'attention, la réelle attention que l'on donne à l'autre. Et quand on commence à écouter les personnes, on découvre chez elles une variété. On est un peu comme dans la musique. On a des nuances,
vraiment des portées complètement différentes. Et on se dit, mais là, il y a quelque chose à faire ensemble. Et effectivement, on peut s'accorder, on peut accorder nos instruments. On sait comment les uns et les autres on fonctionne, mais on ne sait pas quelle est la force du collectif et comment on peut encore aller plus loin. Et je m'aperçois, pour travailler avec certaines personnes que je connais ici, qui sont peut-être là d'ailleurs présents, et d'autres qui ne le sont pas, mais qui seraient très intéressés d'y être, pardon, on voit qu'il y a une vraie volonté. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment des stimuli énormes en allant travailler avec les autres. Je me suis dit, waouh, ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, c'est génial. Bien évidemment, je le fais pas, moi. Est-ce que je vais le faire demain? Est-ce que je vais copier? Non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, est-ce que je peux m'en inspirer avec l'accord de cette personne en disant, voilà, est-ce que tu verrais bien, est-ce qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là? Est-ce que tu penses que ça serait intéressant que l'on puisse fédérer pour donner encore plus de valeur, finalement, à notre coopération? Donc, j'aurais tendance à dire, mesdames, messieurs, les conférenciers et les conférencières, demain, c'est un demain collectif. Alors, c'est ce que tu fais au quotidien, hein, puisque nous, notre rencontre, elle a été réalisée comme cela. Tu as ce formidable don de donner hein, autour de toi, plaisir et don par rapport aux autres. Et ça, c'est une belle qualité humaine. Hein. Tout à l'heure, Marianne parlait dans le chat de Zoom là aussi des talents hein, dans la bienveillance et dans l'engagement. C'est aussi aller chercher les talents des uns et des autres. Quel est ton point de vue sur le sujet? Je vais complètement épouser ce qu'a dit Marianne. C'est effectivement les talents, il y en a partout, à la condition, bien entendu, qu'on sache les découvrir. C'est un peu comme si vous êtes à la recherche des champignons dans un bois et que, bien évidemment, ils vont pas apparaître comme ça tout d'un seul. Et qu'à un moment, vous allez découvrir parce que vous avez su soulever la feuille. Et là, vous découvrez ce magnifique bolet qui est là en train de vous attendre et qui ne demande qu'à être cueilli. Eh bien, dans l'approche de l'humain, c'est un peu ça. Toutes les personnes ont ces possibilités d'être découvertes, mais elles ne se découvrent pas toujours. Parfois, elles ne donnent pas envie. C'est à nous d'aller chercher chez l'autre cette capacité qu'il a à se découvrir lui-même et de nous apporter finalement toute l'essence. Quand vous voyez ses sourires, ses yeux qui brillent, vous dites, ça y est, là, j'ai découvert la personne. Je sais comment elle est. Elle est dans son émotion, elle est dans son alignement, et c'est ça qui est formidable. Si on reste en surface, bien évidemment, bon, oui, d'accord, ouais, je trouve sympa. Ouais, d'accord, oui. Et souvent d'ailleurs, on fait cette comparaison à soi-même. On dit oui, bon, je pourrais en faire autant. On n'est pas du tout dans la bienveillance à ce moment-là. On n'est pas dans la découverte de l'autre. L'idée, c'est justement d'être complètement ouvert, open, on y va, on découvre. Et on se dit, waouh, là, il y a des trucs intéressants. Et dans chaque personne, il y a des pépites. À la condition, bien entendu, qu'on sache aller les chercher. Alors, tu nous as suggéré effectivement cette jolie thématique ce soir, travaillant ensemble de manière solidaire et responsable entre conférencières et conférenciers. Alors, nous entendons coopération, sens, engagement, travailler ensemble, entraide. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vois les choses, si on devait aller plus loin, comment les conférencières, conférenciers demain pourraient travailler encore plus ensemble? Hein, je fais un parallèle aussi avec l'idée de cette formidable room, hein, qui est une belle coopération entre les speakers et la FCP avec Éric Blot et Philippe Boulanger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin selon toi? Ce qu'on peut faire pour aller plus loin, bah déjà, c'est peut-être de s'approprier l'idée, parce que cette idée-là, qui est menée par 2 personnes, finalement, peut tout à fait être reproduite à une échelle plus intimiste, entre guillemets, entre des personnes qui ont envie de se découvrir. Par contre, est-ce qu'on a l'envie d'aller voir les autres? Est-ce qu'on a envie de leur tendre un peu la main en disant, bah tiens, écoute, j'aimerais bien te découvrir? Alors, c'est sûr que, comme certaines personnes ont été un tout petit peu échaudées, se disent, oui, mais attends, s'ils veulent me découvrir, c'est probablement pour me prendre quelque chose. Bah, sortons de cette idée-là. Les gens qui viennent vous voir ne viennent pas pour vous prendre quelque chose. Et si vous savez les écouter, vous allez peut-être pouvoir découvrir en eux la possibilité de vous apporter quelque chose à vous. Et c'est ça qui est génial dans la découverte. Moi, je fais d'énormes découvertes depuis que je me suis mis sur les réseaux sociaux. Avant, j'étais complètement ignorant de l'approche. Par contre, il ne faut pas le faire à des fins, je dirais, de mauvais calculs. Là. Le meilleur calcul, c'est de dire, tiens, qu'est-ce que je peux lui donner à cette personne qui pourrait être bénéfique pour elle?
sans attendre en retour, c'est ça le sujet de la bienveillance aussi, sans attendre en retour que cette personne vous donne quelque chose. C'est plus difficile ça par contre. Et donc quand vous le faites, bah, vous avez une satisfaction. Et je suis parti d'une maxime que m'avait donnée moi un grand industriel de l'époque, et moi j'étais effectivement un tout petit garçon en l'écoutant, et qui me disait écoute Georges, si tu veux que demain quelqu'un te rende service, commence déjà d'abord par lui rendre un service sans en attendre en retour. Waouh. Bon, facile à dire, pas facile à faire. Et je l'ai fait. Je l'ai fait, mais avec sincérité. Parce que si je l'avais fait par calcul, je pense que je me serais complètement planté. Et ça se serait vu à un moment. L'authenticité aujourd'hui, elle s'est un petit peu défaite et s'est délitée. Il faudrait que on arrive à retrouver cette sensation de l'authenticité, de la sincérité. Et ça se voit dans l'expression que la personne peut avoir. Quand elle donne, les yeux brillent. Et on sent d'ailleurs, il y a souvent le geste qui va vers l'avant, on a envie d'aller vers la personne, on a envie de lui donner quelque chose. Quand ça se ressent, ça marche. Donc ne cherchons pas plus loin. C'est, on dirait presque instinctif, seulement ces instincts-là. On les a un peu perdus dans une collectivité beaucoup plus calculatrice, beaucoup plus intéressée et pas suffisamment partageuse. Donc, authenticité, sincérité, les facteurs clés de succès de la coopération. Avons-nous bien compris, Jean-Ange? Bah, je ne sais pas si vous avez bien compris, en tout cas, c'est les mots que j'avais envie de vous passer. Si toutefois, à un moment, vous dites tiens, j'ai compris, bah, je me dirais tiens, j'ai réussi à faire quelque chose ce soir. Donc, si déjà ça s'est passé, bah, c'est génial. Ok. Pour finir, avant d'ouvrir la salle aux questions, témoignages, etc., il y a un événement qui va avoir lieu dans quelque temps. Hein. Je crois que Ouais. l'Hirondelle m'a annoncé un ouvrage à venir. Tu pourrais nous en parler Eh bien, cet ouvrage, je l'ai un petit peu dévoilé tout à l'heure, hein, ça fait 3 ans on a passé 3 ans à faire de la recherche avec une amie chercheuse pour essayer de découvrir ce qu'était la bienveillance et comment on pouvait en parler de la manière la plus juste et aujourd'hui la manière la plus pragmatique. Donc, en parlant de pistes, j'ai pas parlé de recettes à l'époque, je n'étais pas dans les recettes, j'aurais pu l'être, mais ce sont des pistes. 12 pistes où on approche à la fois, je dirais, des choses qui peuvent nous paraître d'évidence comme ça, qui ne le sont peut-être pas. Euh, c'est une forme de pacte. Et ce pacte, c'est tout simplement des postures, des attitudes et des comportements pour être bien tous ensemble. À la fois dans le monde, on va dire courant, dans le monde de l'entreprise. Et la question, c'est de se dire, est-ce que on y est ou on n'y est pas? Et nous, on a découvert là-dedans 12 pistes. 12 pistes, donc dans 4 en posture, 4 en attitude, 4 en comportement, qui vont permettre aux personnes de savoir déjà d'où on part, où on peut aller, quelles sont les illustrations que l'on peut avoir, et on a, dans ces illustrations, mis également aussi des témoignages. Des témoignages d'hommes, de femmes, de petites, de moyennes, de grandes entreprises, du monde privé, du monde public, parce qu'il fallait panacher. Et j'ai découvert là encore des personnes extraordinaires. Je me souviens d'ailleurs d'une personne qui dirigeait un EHPAD, ou bien un EHPAD, c'est pas transcendant, mais la manière dont il en parlait, la manière dont il présentait l'organisation de son entreprise, les volontés qu'il avait, à la fois que tout le monde se sente bien, y compris les soignants comme les personnes donc résidentes, on s'est aperçu que cette personne-là vivait son expérience professionnelle et que ça irait au-delà, bien entendu, de lui-même. C'est-à-dire qu'il lasserait, bien entendu, un héritage, mais il partirait également aussi avec un héritage pour lui. Donc, ce livre-là, j'espère au moins, aura le mérite d'être pragmatique, d'envoyer des personnes à la réflexion, certes, mais en leur donnant des illustrations pour qu'ils puissent se repérer eux-mêmes dans ces éléments-là et trouver leur propre solution, car l'ouvrage n'a pas pour volonté d'être didactique au point de dire c'est comme ça qu'il faut faire. Ce sont des pistes. Donc des pistes, bah voilà. Vous pouvez l'emprunter, vous pouvez aller plus vite, vous pouvez aussi mixer les choses, pourquoi pas. Bref, l'opportunité de cet ouvrage, c'est d'abord, il n'a pas un sens de lecture. Vous pourrez commencer par la fin, commencer par le milieu, aller au début, comme il vous l'entend. Mais à vous, finalement, de vous faire une idée de ce que pourrait être votre engagement de demain,
ce pacte qu'on a voulu d'alignement des uns et des autres pour développer de la bienveillance tous ensemble. Merci, merci infiniment pour ton témoignage, ton expérience, tes points de vue, hein, qui nous apportent beaucoup. Nous avons noté plein de choses, hein, découverte de l'autre, histoire, complémentarité, progresser pour échanger, coopération. Tu pourrais même parler de complémentarité, d'alliance, hein, si on continue le débat. Oui, tout à fait. Mais l'objectif, c'est que aussi cette room soit très interactive. Donc, nous allons laisser la parole maintenant et du côté de Zoom pour les questions et du côté de Clubhouse. Si certaines personnes, voilà, ont envie de s'exprimer, de poser des questions à Jean-Ange, c'est le moment. Alors moi, j'interviendrai bien pour solliciter Jean-Ange sur un point particulier. Bonsoir Jean-Ange. Bonsoir. Tu parles beaucoup d'entreprises, tu parles d'un industriel qui t'a fait des confessions, des confidences. Je voudrais te solliciter sur un point. Depuis quelque temps, les entreprises se parent de nouvelles vertus, elles se trouvent des missions, elles se donnent ce qu'elles appellent des raisons d'être. Et elles les affichent. La raison d'être d'Orange, par exemple, c'est donner à chacune et à chacun les moyens d'accéder à un monde numérique responsable. Qu'est-ce que tu penses de cette démarche et est-ce que ça rentre dans le cadre de ce que tu viens de nous expliquer ? D'une certaine manière, oui, parce que travailler sur la raison d'être, c'est de travailler également sur quoi nous sommes attendus. Donc si nous sommes attendus pour développer des choses les plus performantes vis-à-vis des autres, en leur donnant du plaisir, à être beaucoup plus à l'aise dans différents environnements, en leur donnant l'accès à quelque chose qu'ils n'avaient pas jusque-là et qu'ils pourraient avoir avec les nouvelles technologies, si c'est ça la raison d'être, en tout cas, moi, c'est ma version des choses, je pense que oui. C'est-à-dire, c'est à quoi sommes-nous utiles, finalement, au bout du compte? Parce que si c'est simplement pour dire on fait quelque chose, mais on n'en connaît pas le bénéfice, on ne sait pas à qui ça profite, je me pose des questions. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, mais en l'occurrence, je pense que la raison d'être, c'est de renvoyer finalement à ce que l'on peut faire de bénéfique pour les autres, qui va pouvoir leur apporter pour être justement dans un monde peut-être un petit peu plus agréable, hein, plus connecté, si tant est que tous et chacun ont cette envie d'être connectés, mais je suis persuadé qu'en tout cas, la connexion, c'est justement ce fil d'Ariane qui va nous permettre de nous mettre en relation les uns ou les autres. Donc, quelle que soit la forme, discutable ou pas, peu importe, ce qui est important, c'est de savoir comment on rentre en contact. Donc, si on peut nous faciliter les contacts, moi, ça me va bien. Et pour faire le lien avec ce que disait Christian, nous en parlions tous les deux quand nous avons passé du temps à préparer cette interview ensemble. Et le cas Orange est un magnifique cas. Hein. Il y a quelques années, au moment où il y a eu ces suicides en entreprise, ensuite il y a eu des commissions cachées au niveau de Orange, au niveau national et régional, où ils ont écouté les managers sur le terrain, écouté à la fois ce qui se passait, les points forts, les axes de progrès. Et depuis, il y a un énorme travail qui a été fait pour justement expliquer, donner du sens, faire le lien entre la stratégie et le terrain. Alors, tu m'en parlais très bien, Jean-Ange, et là, pour le coup, la raison d'être peut traduire ce sens et l'explication du sens. Et quel lien tu ferais entre sens, raison d'être très stratégique finalement, et puis la bienveillance qui est plutôt de l'ordre des valeurs? Alors là, tu rentres dans quelque chose qui est assez complexe, parce que finalement, tout ça, ça se réunit dans quelque chose qui devrait être bénéfique pour l'ensemble des personnes. Il faut par contre qu'on soit aussi dans la sincérité et l'authenticité. Je reviens sur ces deux mots qui sont très importants, parce que quand tu parlais d'Orange, qui s'appelait à l'époque France Télécom, je me souviens très très bien de cette approche-là, parce qu'avant qu'il y ait des événements connus, parce qu'ils n'étaient pas connus avant, mais avant qu'ils ne soient connus, en tout cas révélés à la presse, cette notion de suicide renvoyait quelque chose qui était un mal-être profond dans le monde de l'entreprise. À l'époque, avec Philippe Rodet, nous avions monté au niveau de la NDRH la commission stress QVT. Elle était que stress au départ, elle n'était pas QVT. Nous étions très très en avance sur les sujets. On nous a pris pour des bisounours, mais complets. Moi, j'ai eu l'occasion d'être invité par nos amis canadiens à l'université de Laval pour pouvoir parler de ces choses-là. Ils n'avaient pas à l'époque démarré complètement cette réflexion. Depuis, ils nous ont totalement dépassés. Ils savent aujourd'hui ce que c'est que l'entreprise en santé.
c'est un credo extraordinaire. Ils savent aujourd'hui dire que finalement, notre raison d'être aujourd'hui, dans l'entreprise, c'est de permettre à des personnes de se réaliser, d'être bien dans l'entreprise et de réussir ensemble. Et ça, franchement, on a beaucoup à apprendre au niveau des Canadiens aujourd'hui. C'est un peu dommage, on avait un petit peu d'avance, mais bon, on n'a pas su la garder. Merci beaucoup pour cette réflexion. Est-ce que Philippe ou Eric ont une question à poser à notre invité? Moi, je veux bien poser une question là, Jean-Ange. Bon, bonsoir, cher ami. J'ai écouté attentivement ton point sur le plaisir, Ouais. en tant qu'épicurien et grand adepte des plaisirs. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai rencontré un conférencier scientifique qui est un spécialiste du cerveau et qui lui défend que il faut pas du tout transformer l'entreprise en centre de thalasso et à distribuer du plaisir aux salariés. Il dit même que quand on regarde l'effet du plaisir sur le cerveau, c'est une drogue et donc il faut surtout pas droguer ses salariés, ses collaborateurs, mais pourquoi pas ses partenaires avec cette drogue qui est le plaisir. En revanche, et là il rejoint sans doute un de tes points aussi, c'est il faut le désir. Donc, quand il y a du désir, même s'il n'y a pas de plaisir, il y a de l'engagement, il y a de l'envie, il y a peut-être cet alignement, ce collectif au service de valeurs, au service d'objectifs, et ça performe. Ça performe et tout le monde a la banane, quoi. Hein, ça fonctionne. Alors qu'en revanche, le plaisir, même sur le plan hormonal, hein, va être plutôt le sujet de la récompense. Et alors le jour où on te donne pas la récompense, là tu fais la gueule, mais c'est dévastateur, quoi. Donc est-ce que c'est un raccourci de ta part de parler de plaisir plutôt que de désir, ou est-ce que c'est moi qui ai mal entendu, ou est-ce que tu as un avis différent de ce monsieur? Alors, c'est difficile, hein, effectivement, ce que tu me dis là, Eric. Mais très clairement, je crois que c'est Eric, hein, qui me parlait, non, je sais plus. Oui, c'est moi. Oui, d'accord. Très clairement, aujourd'hui, bon, les aveux scientifiques que l'on peut entendre, ont tous, je dirais, un axe, hein, très orienté effectivement dans leur recherche. Moi, je l'accepte complètement. Ça ne veut pas dire que nécessairement un point de vue est le point de vue global et général de tout le monde. Moi, j'essaie d'y apporter un éclairage un peu plus humain, en me disant que la notion de plaisir, oui, elle est très importante. Alors qu'on le veuille ou pas, qu'on l'admette ou qu'on l'admette pas, et scientifiquement, je ne sais pas si un jour on arrivera à le démontrer véritablement, même si effectivement ça déclenche des hormones, le plaisir déclenche des hormones comme l'ocytocine et autres. Il n'empêche que quand on est dans cette notion de plaisir non exagéré, hein, simplement que cette envie déclenche quelque chose de positif et d'optimiste dans notre tête pour qu'on puisse aller peut-être plus loin, plus vite. Moi, je trouve que c'est certainement quelque chose qu'il faut engager dans l'entreprise. Alors après, effectivement, je n'ai pas fait de recherche sur ce sujet, donc je ne viendrai pas à l'encontre du propos. Pour autant, je le nuancerai quand même en disant que c'est important qu'aujourd'hui, cette notion de plaisir existe. C'est pas quelque chose de comment dirais-je, de pervers, comme la drogue, par exemple. Non. Je pense que cette notion de plaisir, on la vit tous les jours. On a des petits plaisirs chaque jour. En se levant le matin, en mangeant le midi, en se retrouvant le soir avec son conjoint, sa conjointe, ses enfants. Oui, cette notion de plaisir, elle existe. Et pourquoi ça n'existerait pas dans l'entreprise? Le plaisir de retrouver des collègues, c'est quand même agréable. C'est quand même plus plaisant que de se dire, flûte, c'est lundi, je vais au boulot. Bon, si on peut arriver effectivement à quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est chouette. Si on arrive dans un groupe aussi à avoir cette notion de plaisir, c'est quelque chose qui entraîne. Alors bien entendu qu'il faut du sens, on l'a évoqué tout à l'heure avec Claude. Bien sûr qu'il faut des valeurs, mais pour moi, à un moment, il faudrait que ce plaisir puisse être en place de manière mesurée, si on le souhaite, bien évidemment. La question, ce n'est pas aller dans l'exagération. Donc c'est peut-être pour ça qu'on pourrait faire un parallèle avec la drogue. À trop de plaisir, le plaisir est tué, quoi. Donc de temps en temps, il en faut. Bon, à nous de le modérer, mais je pense que ne l'abandonnons pas, ce plaisir. C'est celui qui va générer et est un peu le carburant de l'envie, quand même. Je sais pas si ça satisfait Eric quand je dis ça, mais bon. Si, moi j'aime beaucoup ton point de vue, il n'y a pas de, il y a pas de souci là-dessus. On a le droit de pas être d'accord avec ce monsieur, hein, mais Ouais. autant je pense que, tu vois,
en tant que dirigeant, manager, etc., on peut pousser le désir à son maximum et avoir une équipe qui s'éclate. Autant c'est vrai que, comme tu dis, peut-être qu'il faut modérer le plaisir et à des plaisirs simples et pas à des plaisirs récompenses, quoi, ou des plaisirs, tu vois, voilà, le plaisir d'être ensemble, de retrouver ses collègues le lundi matin. Je comprends bien ce que tu dis et je crois que personne va s'opposer à ça. Et pour le coup, j'étais chez France Télécom à l'époque où il y avait plus de plaisir du tout et puis vraiment de désir non plus. C'est ce qui a fait de moi un entrepreneur, hein, de toute façon. Mais quoi qu'il en soit, ouais, je crois que cette différence quand même, tu vois, sur l'engagement, hein, et puis l'envie de faire des choses, c'est plus l'envie que le sucre récompense Oui. qui va y avoir in fine qui peut faire que la vie soit agréable en réalité. En fait, il rajoutait une chose qui était intéressante, c'est que le plaisir est très éphémère. Et je me souviens de cet exemple, parce que bon, c'est un conférencier, hein, donc il va assez longtemps sur le sujet. Je me souviens de ce point de détail qui n'en est pas un. C'est le plaisir. Voilà, t'as ta récompense, tu la consommes, c'est terminé. Basta. Ouais, c'est le bonbon. Tu vois, ouais, c'est ça. C'est la sucrerie, mais ça peut être un grand plaisir, hein. Ça peut être une grosse récompense, une nouvelle voiture de fonction flambant neuve, etc. Mais de toute façon, tu la banalises assez vite en réalité. Et donc, ça ne suffit plus. Ce n'est plus un carburant. Enfin, en tout cas, tu as consommé ce carburant assez vite. Alors que le désir d'être champion du monde, le désir de performer, le désir d'aller faire ensemble quelque chose, etc. Tu peux le réaviver et tu peux l'engager systématiquement sur l'objectif suivant, quoi. En revanche, je suis totalement d'accord. En revanche, il y avait un point que tu évoquais tout à l'heure et qui me semblait intéressant sur le côté bienveillance. Alors moi, ça c'est un mot qui commence à m'irriter un peu parce que je l'ai trop entendu sur Clubhouse. C'est un peu mon côté quand je démarre un truc, je me mets tellement à fond dessus que après, je sature un peu. Et c'est vrai que Clubhouse a utilisé le mot bienveillance toutes les 30 secondes pour les 2 ou 3 premiers mois, et ça m'a agacé. Quoi qu'il en soit, il n'en reste pas moins vrai que c'est quelque chose d'hyper important et les valeurs, typiquement que Claude porte sur l'humain et tout ça, évidemment, c'est essentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a un autre de mes conférenciers qui parle beaucoup du feedback. Et en réalité, quand tu disais tout à l'heure, il faut pouvoir aller voir les gens et puis même si c'est tous les jours, leur dire que ce qu'ils ont fait c'est bien, etc. Enfin, souligner les efforts qu'ils ont faits, la performance et tout ça. Je pense que ça c'est de toute façon assez difficile pour des managers français. En revanche, on peut aussi demander aux gens qui ont besoin de ça et qui l'ont analysé, qui se disent moi j'aimerais bien avoir un partenaire ou un coach ou un manager qui soit un peu reconnaissant de mes efforts et de mes résultats parce que ça me nourrit. Et il faut leur apprendre à demander du feedback. Et donc le côté, il n'y a plus de côté enfantin de dire dis-moi que c'est bien, donne-moi un bon point, je voudrais une image, etc. Parce que le feedback c'est autre chose. Le feedback c'est écoute, on a réussi ça ou on vient de réussir ça. Qu'est-ce que tu as aimé dans la façon dont j'ai traité le point? Qu'est-ce que tu aimerais que je reproduise la prochaine fois qu'on travaille ensemble, la prochaine fois qu'on a un projet de ce genre, etc. Comment on peut consolider ce qui a été bien fait, etc. Et donc, cet art de demander du feedback décomplexé, et du feedback positif, on parle pas du tout de feedback négatif, peut-être que ça va dans ce sens-là de bienveillance que tu évoquais et qui crée un climat hyper favorable après entre les gens qui doivent collaborer ensemble. Je ne peux qu'être totalement d'accord. Il est évident que quand on est dans cette sincérité-là, qu'on laisse aux personnes la possibilité de donner leur avis sur ce qu'ils ont fait et de les encourager déjà par rapport à ce qu'ils ont fait et ce qu'ils pourraient encore faire, c'est certainement ce qu'il y a de plus fort à réaliser et qui va probablement sonner le glas d'ailleurs des entretiens annuels individuels qui, je pense, sont d'une efficacité tellement pauvre que ça vaut vraiment pas le coup de continuer à les faire. Ça, c'est un avis. Bien évidemment, je ne demande pas nécessairement qu'il soit partagé. Il faut toujours des objectifs. Attention, hein, quand même. Mais à un moment, il faudrait demander simplement aux personnes ce que tu viens de dire, Eric, c'est-à-dire quel est leur feedback. Qu'est-ce que vous avez trouvé bien dans ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous entreprendriez demain pour encore faire
autrement ou peut-être autre chose ou autrement ou encore plus loin, peu importe. Et aussi à un moment, parce qu'il faut quand même être aussi tout à fait cohérent, faut leur dire mais qu'est-ce qui effectivement t'a empêché de réussir cette année? Est-ce que tu peux me dire, voilà, et qu'est-ce que tu souhaiterais qu'ensemble nous fassions pour que demain, ce qui était une situation peut-être pas tout à fait aussi intéressante pour toi, puisse être demain quelque chose de super bien. Et dans ces cas-là, voilà, et oui, moi j'ai cette notion de super, je le mets beaucoup aujourd'hui, parce que je pense que d'abord, c'est le super, c'est très bon pour les moteurs. Donc voilà, donc et pour les moteurs énergétiques qui sont tout simplement nos cerveaux, nos petits cœurs, etc., qui fonctionnent, et bien de temps en temps, il faut leur donner de l'énergie. Donc un peu de super, c'est bien. En tout cas, merci Eric, parce que moi je suis entièrement d'accord. Avec plaisir, avec plaisir. Super. Maintenant, nous avons l'honneur de recevoir Lucie. Lucie, c'est à toi pour une question à Jean-Ange. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Claude pour cette invitation et c'est sincère. J'ai apprécié énormément cette thématique qui me parle et qui me prend même aux tripes, j'ai bien envie de dire. Pour moi, je dirais comme Julien Perron, en fait, tout débute en fait de l'éducation et pour moi, je vous rejoins totalement Jean-Ange, les gens se connaissent pas suffisamment et au-delà de la bienveillance, je parlerais de gentillesse, en fait. Et je dirais simplement que, les managers ou même managers stratégiques qui m'ont, fait vibrer, pour qui j'aurais tout donné, étaient des vrais gentils. Des gens qui, savaient écouter et qui étaient, au plus profond d'eux des, CNVistes. C'était des gens qui connaissaient la communication non violente et qui n'avaient pas de jugement. Je rebondirais sur ce qu'Éric était en train de dire, par rapport à ce conférencier que j'aimerais bien connaître parce que, quand je vois alors moi je suis spécialisée dans l'accompagnement des parents et des jeunes et je vous avouerai que quand un gamin, en fait, n'est pas bien, en fait, en classe parce que malheureusement le prof ne se connaît pas et qu'il va, initier malheureusement l'humiliation ou autre, mais malgré lui, eh bien écoutez, l'émotion, en fait, va pas être de la joie et au contraire, sachant que la joie augmente l'activité du centre cérébral et inhibe les sentiments négatifs et favorise l'accroissement de l'énergie et ralentit l'activité du centre générateur d'inquiétude, je me dirais que si je transpose ça dans le monde du travail, ben, vive la joie en fait. Et au contraire, sachant que le plaisir, ben, c'est ce qui génère en fait justement cette joie-là. Donc je suis étonnée justement de me dire que si je n'éprouve pas de joie au boulot, eh bien, je vais avoir des difficultés à motiver en fait, les collègues. Donc voilà, donc je vous suis parfaitement, Jean-Ange. Au contraire, je dirais même que vive la gentillesse, que plus j'ai affirmé cette gentillesse et plus je me suis, sentie alignée et plus j'ai rayonné en fait et plus je me donne l'autorisation de rayonner. Donc vive la gentillesse et vive la bienveillance, même si on entend beaucoup, cette thématique, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'aime cette thématique-là. Oui, c'est très bien quand vous parlez de gentil, j'ai envie de souligner aussi un bon ami qui s'appelle Franck Martin et qui a écrit Les gentils et pas cons. Et ça résume bien les choses, c'est-à-dire qu'on peut être gentil sans être nécessairement un naïf ou un con pas tenté. Désolé, la gentillesse, c'est quelque chose qui est un pouvoir, à la condition qu'on le mette dans les bonnes mains. Et ça peut bien évidemment transcender les équipes, ça peut les emmener bien plus loin qu'on ne le pense nécessairement au premier abord. Et donc, comme disait encore un autre comique, au deuxième abord, ça peut être chouette, quoi. Claude. Super, merci infiniment Lucie. Merci d'être là. Merci Lucie, beaucoup. Scott, est-ce que tu as envie de témoigner ou de poser une question à Jean-Ange? Non, ça va. Bon, j'étais les gens que j'ai managés, j'ai toujours essayé d'être gentil, bienveillant, sans pour autant enlever la part de responsabilité de l'individu, parce que D'accord. il y a des, disons que j'aimerais pas que ça tombe dans un discours un peu paternaliste des gens. C'est le pauvre, faut qu'on soit gentil avec lui pour qu'il puisse réussir ou avec elle, alors que cette personne est responsable de son propre avenir. Et donc moi j'aimerais, mais ça c'est moi, hein, trouver cet équilibre là
pour et donner de la motivation et demander quelque chose en retour. Parce que sinon, mais bon, mes équipes étaient toujours très petites, genre 10, 11, 12 personnes. Et du coup, voilà, c'est moins facile, je pense, à manager, au moins de façon générale comme ça, que des grosses équipes. Je sais pas, Jean-Ange, ce que tu en penses de tout ça? Je te rejoins, Scott, là-dessus parce que tu as dit 2 choses qui sont très importantes. Un, la responsabilité, il faut pas, bien évidemment l'écarter. Elle est très importante. Quand on se sent responsable de quelque chose, on a en principe le cœur de mettre, en place les choses pour qu'elles soient bénéfiques et pour soi et pour les autres. Et puis il y a quelque chose qu'on n'a peut-être pas évoqué encore, mais c'est peut-être aussi par le biais de la bienveillance, c'est de retrouver la confiance pour soi et la confiance pour les autres. Et souvent, ça, c'est ce qui est un peu confus un petit peu dans l'esprit des gens. On n'arrive pas véritablement à nourrir suffisamment cette confiance. Alors oui, je vais revenir sur la notion de plaisir. La confiance, elle passe par le plaisir. Et à partir du moment où je sais que quelque chose est goûtant pour moi, là c'est le cuisinier qui revient à la sauce, c'est qu'à le dire. Eh bien, moi j'ai besoin de trouver cette nourriture là qui me fait avancer. J'ai besoin de retrouver confiance. Et la confiance, elle est extrêmement fugace. Moi, quand il s'est agi là d'intervenir devant vous, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me donne légitimité à intervenir? Et puis, vous savez, dans ces cas-là, j'ai le petit hamster, comme dirait comment Serge Marquis, qui s'est mis dans la tête et qui m'a dit, tu sais, t'es peut-être pas justifié, t'es peut-être pas le meilleur pour le dire, etc., etc. Et puis au bout du compte, finalement, je me suis dit, mais je vais trouver la force parce que j'ai quelques réflexions. Et ces réflexions-là, je les ai de manière sincère et authentique. Elles sont ancrées en moi. Donc, je vais les dire comme je les pense avec mes émotions. Maintenant, ça passe ou ça passe pas. Et j'ai pas volonté à vendre, très clairement. J'ai simplement envie de donner. Donc, je donne le meilleur qui puisse être de moi. Après, bon voilà, on le prend pas. Et ça, je le comprends. Après, on est d'accord, pas d'accord. Et ça, je l'accepte volontiers. La question, c'est un moment d'être très tranché sur le fait, est-ce qu'on est dans la vérité ou pas? Et c'est important d'être aussi dans quelque chose d'authentique et de sincère pour être soi-même. D'ailleurs, Oscar Wilde disait, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Hein. Donc ça montre bien qu'à un moment, il faudrait peut-être que on soit nous-mêmes, qu'on ne soit pas une pâle copie de un petit bout de machin, un petit bout de ceci, un petit bout de... Bien sûr qu'on a cette volonté d'essayer de se comparer aux autres et de faire comme. Mais là où on gagne, le jour où on est dans l'alignement parfait, c'est quand on est soi-même. Et ça, c'est génial. Et le jour où ça arrive, on fait les parier une fois en Moi, j'ai conférence. entendu dire un truc, juste pour la polémique, parce que j'aime ça. Ouais, vas-y. On ne peut être que soi-même. Donc, pour moi, des gens qui disent, ah, avec un tel ou une telle, je ne peux pas être moi-même. Non, tu es toi-même en permanence parce que tu n'as pas l'autre choix. Le moi-même, c'est souvent un être qui n'existe pas, qui est dans l'avenir. Si tous les obstacles de notre vie n'existaient pas, toutes nos difficultés n'existaient pas, et nos propres défauts n'existaient pas. Donc, on se dit quand on est bien, ah oui, là, je peux être moi-même. Mais quand on fait des conneries, on dit, ah non, je peux pas être moi-même. Alors qu'on est soi-même, non? Oui, oui, on est soi-même finalement quand on est dans le négatif. Mais je dirais que l'important d'être soi-même de manière positive, c'est quand un jour on est dans un parfait alignement entre sa pensée et ses mots. Et quand on l'exprime, ça m'est arrivé une fois en conférence, je peux te le dire, ça a été extraordinaire. Je suis sorti, mais j'étais gonflé comme un ballon de baudruche. Je pouvais m'envoler là, hein, tranquille. Hein. Mais c'est la seule fois où franchement j'ai été dans cet alignement. Et je n'ai qu'une quête aujourd'hui, c'est de retrouver cet alignement-là. Je pense que ça viendra. Mais c'est dans cette relation au public que l'on peut avoir en face. Parce que je pense qu'on est très sensible également aussi aux propos, aux visuels, les choses que l'on va percevoir de ceux qui sont en face, qui vous renvoient une acceptation ou pas. Et moi, j'ai écouté beaucoup de tous les conférenciers professionnels qui m'ont donné envie d'ailleurs de rentrer dans ce métier en me disant, eh bien voilà, le jour où je serai moi complètement authentique avec mes idées, moi-même, probablement que je serai peut-être quelqu'un d'intéressant. Ouais, merci écoute, beaucoup. En tout cas, tu nous intéresses, Jean. Je pense que tu n'as plus grand-chose à prouver sur le sujet. Hein. Si c'est gentil, mais je pense que j'ai encore beaucoup d'efforts à faire. Et puis bon, je compte bien entendu sur les professionnels que certains d'entre vous sont et qui vont pouvoir m'apporter toutes les petits correctifs. Vous savez, où on se dit parfois, tiens là, j'aimerais bien corriger un petit peu ce truc-là. Donc, on va arriver dans la finesse de la correction.
L'amélioration continue, et ça, Voilà. c'est valable pour tout le monde, même les champions du monde, tu sais, il y a pas de problème Ouais, là-dessus. ouais. Bon, j'ai pas volonté d'être champion du monde, hein. Je le dis tout de suite. Non, non. J'ai plus l'âge pour ça. Mais je veux bien être un champion de ma région. On t'entend plus, Claude. François, qui nous a rejoint on stage, souhaite intervenir. François Michalon, c'est à toi. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Bonsoir, François. Parfait. Bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de participer par rapport à Jean-Ange parce qu'on se suit sur les réseaux, on se commente. On a un fil conducteur également qui est Jean-Philippe. Ouais. Alors, c'est vrai que je viens d'arriver, mais j'ai capté des mots qui me parlent et qui m'interpellent comme bienveillance, comme joie, gentillesse. Vous avez également sur la gentillesse, mais vous connaissez certainement peut-être Emmanuel Jaffelin, qui a fait l'éloge de la gentillesse et qui en fait d'ailleurs son credo. Bienveillance, très souvent j'en écoute parler, je le lis, et j'ai participé encore dernièrement en Suisse sur ce sujet de la bienveillance. On parle de la bienveillance de partout, mais moi je leur ai dit, c'est bien la bienveillance, mais la bienveillance, elle commence par soi-même. Parce que la bienveillance, c'est de veiller sur les autres. Mais avant de parler de promo, enfin avant, je dirais, plutôt que de parler de la bienveillance sur les autres, est-ce que vous êtes bienveillant avec vous-même? Parce que ça commence par là. Plutôt que d'aller porter la bonne parole en disant, il faut être bienveillant. Mais moi je dis, je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Et que cette bienveillance, il faut se l'appliquer à soi-même. À partir de ce moment-là, on peut aller vers les autres. C'est mon point de vue qui n'engage que moi. Quant à la gentillesse, joie, oui. Et il y a également un autre mot que moi j'emploie beaucoup au sein de mes programmes d'accompagnement, c'est la légèreté. Au plus on arrive à être léger, mais pas léger dans la tête en disant la connotation qu'on peut avoir, il est un peu léger. C'est léger, c'est-à-dire se décharger d'un ensemble de complications mentales. Au plus on arrive à être efficace, bienveillant pour soi, et la gentillesse, elle est là aussi. Parce que la gentillesse, elle existe à condition de bien savoir l'employer. Et elle est très efficace. Voilà ce que je voulais rajouter. Je sais pas si ça colle avec tout ce que tu as pu dire ou ce qui a été dit, mais ça me fait plaisir d'avoir pu au moins échanger avec vous et avec toi. Mais c'est très gentil. Je m'interdirais de dire quelque chose parce que je pense que Claude va pouvoir dire si ça a été abordé ou pas abordé, Claude. Oui, je crois que tu es parfaitement aligné, François, avec les ingrédients de la room de ce soir. C'était effectivement ce que nous a dit Jean-Ange. Commençons par être bienveillants avec nous-mêmes. Et cela, déjà, c'est au moins une énorme montagne au quotidien. Hein. C'est ce que je pense et je suis content de le partager avec toi et avec les autres. Mais ça me paraît tellement évident. Et de partout, on écoute parler de la bienveillance. Et, il faut déjà balayer devant sa porte, quoi. Donc, voilà. Oui, pleinement. Merci pour cette Merci beaucoup. expérience et ce témoignage. Ouais, c'est génial. Maintenant, je donne la parole à Nabila qui nous a fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Bonsoir Nabila. Bonsoir Claude, bonsoir tout le monde. Ravi d'être là. J'ai pris la room en cours et c'est vrai que le sujet est passionnant. Passionnant parce que travailler ensemble, pour moi, nous sommes obligés et surtout nous en avons besoin. Parce que travailler seul, ça n'a pas de sens, ça ne mènera pas très loin. Solidaire, aujourd'hui, on se demande, dans certains contextes en entreprise, il y a beaucoup de solidarité. Et quel est l'impact au fait de cette envie d'être compétitif, de vouloir réussir dans la solidarité? Je me pose souvent des questions. Est-ce que quand j'ai envie d'avoir ma place à moi tout seul, de briller, hein, parce que j'ai besoin quand même de briller des fois, d'avancer, où est-ce que je mets la solidarité dans le groupe, hein? Et responsable, du coup, je mettrai la responsabilité un peu partout dans cette bienveillance, hein, dont tu as repris la description, François, en dernier, et puis tous les autres. La bienveillance qui aujourd'hui est un sac fourre-tout. On y met tout, tout le monde en parle, et c'est vrai que est-ce qu'on l'est déjà nous? C'est-à-dire beaucoup de gens le demandent des autres, mais est-ce qu'ils le sont?
les gens sont souvent dans la critique, les gens sont souvent dans cette envie de demander à l'autre d'être bien avec eux, sans fournir l'effort souvent d'être à l'image de l'autre, hein. Ça me fait rebondir, Jean, sur ce que tu as dit tout à l'heure. Je voudrais être moi. Je voudrais être moi, être soi, hein, complètement être soi. Et pour moi, il y a des personnes ici dans la room qui me connaissent. Je prône le fait que être soi est déjà être beaucoup à la fois. On arrive à être soi que lorsqu'on est un peu de tout. Et il n'y a pas un être soi singulier, hein. Ce que tu disais un petit peu, Scott, c'est on n'a pas le choix que d'être soi. Et l'idée peut-être est de diversifier, de maîtriser les différents soi qui sont en nous pour qu'à chaque fois que je les mette en avant, ben finalement, je suis moi. Je suis moi par rapport à l'autre, comme l'autre a envie de me voir, comme l'autre a envie de me percevoir, ou peut-être a besoin de me percevoir, afin qu'à un moment donné, moi et lui, on soit en symbiose et qu'on réalise ensemble ce que j'adore appeler, je viens de le dire dans une room il n'y a pas très longtemps, la danse relationnelle. Quand on est en relation avec quelqu'un, on danse avec lui. Et l'idée, c'est de ne pas se marcher sur les pieds pour que la danse, elle ait un sens. Et j'avais envie aussi de rebondir par rapport à quelque chose que tu as partagé, Eric, par rapport au feedback. Pour moi, est super intéressant. Et encore faut-il en maîtriser l'art. Parce que beaucoup de personnes font des feedbacks qui peuvent être cassants, qui peuvent être blessants, qui n'avancent pas, qui ne font pas avancer. Et pour moi, j'ai un prérequis pour le feedback. Je dis toujours qu'il faut qu'il soit BLC. Un feedback BLC, ça veut dire qu'il doit être bienveillant, hein, dans tout le bon sens de la bienveillance. Il doit être lucide, il doit être basé sur des faits observables, entendables, sur des choses qui sont concrètes. Et puis, il doit être dans le C comme constructif. Un feedback, s'il ne permet pas à la personne d'avancer dans ce qu'elle fait, est un feedback qui va rester stérile, voire même qui va provoquer des freins encore plus chez l'autre, ou alors je sais pas, je vais pas aller trop loin, hein, dans la définition, mais en tout cas, un feedback doit avoir la puissance de nous faire avancer pour que nous puissions travailler ensemble, solidaires et responsables. Je clôturerai par ça. Merci à vous. Merci Nabila. Il y a quelque chose, Claude, qui n'a peut-être pas été abordé, parce qu'on a parlé de bienveillance, mais je pensais qu'à un moment quelqu'un allait poser la question, mais peut-être que quelqu'un a envie de la poser, sur la complaisance. Bienveillance et complaisance. Hein? Très très souvent, faut reconnaître que on a tendance à verser vers la complaisance, c'est-à-dire se faire bien voir par la personne, par des actes généreux, souvent inspirés d'intérêt, en disant si je peux être comme ça vis-à-vis de la personne, elle va me le rendre au centuple, etc. Donc on est un peu dans le calcul. Et la complaisance aussi, parce que quelqu'un me disait un jour, ouais, tu dis que t'es bienveillant, mais de temps en temps, par contre, t'es rude, hein, t'es précis. Ben, je dis oui, mais être bienveillant, c'est pas nécessairement être complaisant. C'est-à-dire que je ne dois pas nécessairement laisser passer, je dirais, les erreurs ou les choses. Je dois les dire avec bienveillance, certes, mais je dois les dire. Parce qu'à un moment ou à un autre, je vais être complaisant et dans ces cas-là, je vais mentir à la personne. Donc, être bienveillant, c'est d'être honnête. Exactement, Jean. Je te rejoins, hein. D'ailleurs, je ne serais pas lucide et constructif. Effectivement, à l'autre, je ne serais pas lucide et constructif. Exactement. Merci beaucoup Nabila. Et je crois que ce que tu viens de dire, Jean-Ange, est fondamental parce que finalement, l'explication, la signification de la bienveillance peut être différente, hein, pour chaque personne humaine, parce qu'on peut mettre des mots ou des explications bien spécifiques. Et en même temps, cette explication de la bienveillance est intéressante de le partager, voilà, en équipe ou en entreprise ou entre conférenciers, hein. Ça peut être un vrai travail de cohésion d'équipe en même temps. Et tu apportes aussi quelque chose, moi, qui m'interpelle, c'est bienveillance, oui, avec de l'ouverture, hein, c'est-à-dire se dire les choses, voilà, sans blesser l'autre, en toute vérité. Et comme disait Nabila, nous pouvons être bienveillants en toute vérité, sans avoir l'intention de blesser l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est une richesse aussi, même si c'est parfois pas simple au quotidien. Ouais, je pense qu'il faut éviter la fausse pudeur. Hein, vous savez, j'ose pas lui dire parce que je pourrais lui faire, mais je n'en sais rien si je lui fais mal d'ailleurs. Peut-être que finalement, de dire une vérité à quelqu'un, parfois, quand elle est accompagnée, bien entendu, de bienveillance,
peut être salutaire pour cette personne parce qu'elle va prendre conscience effectivement qu'elle peut être peut-être nuisible par rapport à certaines personnes. Parfois, peut-être qu'elle est en contradiction avec elle-même ou par rapport à un propos qu'elle avait pu avoir avant. Donc, lui renvoyer un écho qui la mette comment dirais-je, en interrogation, pour moi, ça peut être de la bienveillance, à la condition, bien entendu, qu'on le fasse aussi avec, si possible, pas de dureté. Quoi. Ça sert à rien. Je vais pas me mettre à gueuler sur quelqu'un parce qu'il n'a pas fait quelque chose. Par contre, j'ai le droit de lui expliquer que ce qu'il a fait, effectivement, peut-être, si on y réfléchit bien ensemble, on pourrait l'améliorer. Et bien déjà ça, c'est pas de la complaisance, c'est simplement de renvoyer quand même un petit écho en disant pas tout à fait parfait, hein, on pourrait faire mieux. Et puis voilà. Et je suis persuadé que si on le fait d'ailleurs avec nos enfants, si on le fait avec notre conjoint ou notre conjointe, il y a peut-être pas mal de rugosité qui pourrait un peu disparaître dans les couples et dans les familles. On t'entend plus, Claude. Pardon. Aude Milesi, je disais, qui est future présidente électe de la FCP, nous dirait avec une communication positive. Hein, c'est effectivement en choisissant nos mots dans la mesure du possible et en gérant nos émotions. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir. Alors, The Digital Route, c'est le moment. Une question, une expérience, un témoignage. Oui, bonsoir à tous. Bon, là, ça va être une question, en fait. Et je voulais savoir la différence, bon, pas la différence, mais à quel niveau l'égoïsme rentre dans la solidarité? Même si, éventuellement, et c'est pas, moi, je suis dans un pays africain et lorsqu'il y a quelque chose de mal, un sinistre qui arrive, 90%, on tend la main vers l'extérieur, vers l'Europe. Ça, c'est la solidarité. Et à quelle période est-ce que l'égoïsme rentre en jeu et que, par exemple, lorsque le Covid était venu, les gens ont fait en sorte que ce soit eux qui soient les premiers à découvrir que ce soit le vaccin, c'est pas trop quand même, mais que ce soit le premier. Comment est-ce qu'on peut faire la différence entre la solidarité et l'égoïsme? Puisque il y a une philosophe, Ayn Rand, qui a écrit un livre, La vertu de l'égoïsme, où elle prouvait que dans la solidarité, même la solidarité la plus, c'est pas trop, dans la générosité la plus grande, se retrouve une part d'égoïsme. Donc, dans ce cas, même si on travaille ensemble, donc, par exemple, celle qui m'a précédé parlait de faire la lumière, c'est-à-dire briller. Comment ça se fait? Comment quelqu'un veut briller et aussi être solidaire? Est-ce que c'est parce que j'ai faim et je n'ai plus faim que je vais permettre que les autres mangent ou carrément on mange ensemble? Merci. Une très belle question, Jean, c'est à toi. Alors, quand on parle d'égoïsme, effectivement, il faut quand même admettre que nous sommes des êtres humains, donc avec aussi nos faiblesses, et que notre ego, parfois, le négatif, nous renvoie à des comportements qui ne sont pas des plus agréables, faut le reconnaître. J'entendais également aussi parler de briller. Alors, briller, c'est bien, mais parfois ça peut brûler parce que si on brille trop, évidemment, comme pour une ampoule, ça peut casser. Par contre, l'idée, c'est d'être lumineux. Et pour être lumineux, il faut renvoyer de la lumière sur les autres. Et ça, je crois que si on essaye de renvoyer de la lumière sur les autres, c'est pas compliqué chaque jour, de dire, ah tiens, là, il y a peut-être quelque chose à faire. Ce que vient de dire notre interlocuteur est très intéressant. Aujourd'hui, on est dans une forme d'égoïsme. C'est-à-dire, si on garde, tant pis pour les autres. L'idée de partager, ou en tout cas de donner aussi la possibilité aux autres de pouvoir entreprendre, de pouvoir faire, parce qu'après tout, le vaccin, c'est quelque chose qui, si on revient sur cette situation actuelle, qui effectivement nourrit l'égoïsme un petit peu de ceux qui en sont les possesseurs et ne renvoie pas à ceux qui en auraient besoin, comme tout à chacun, la possibilité de pouvoir se défaire de cette difficulté de pandémie. Eh bien, pour peut-être être lumineux vis-à-vis de ces gens-là, et sans attendre en retour, et probablement que le retour viendra, c'est peut-être de savoir donner, justement, aujourd'hui, à toutes ces populations qui ont aussi besoin de se sortir de cette pandémie, car c'est un cercle vicieux. Vous ne faites pas quelque chose dans un endroit aujourd'hui, demain, ça reviendra. Attention à l'effet boomerang. Donc, je pense que aujourd'hui, la solidarité, c'est ça, c'est d'essayer d'être ensemble pour réussir et gagner, plutôt que de vouloir à chaque fois réussir pour soi
et finalement, peut-être à la fin, tout perdre. Alors, Merci beaucoup. Ouais. Faut pas que ça reste biblique, hein. Il faut pas non plus que ça reste non plus quelque chose de déclaratif et qui n'aurait pas de sens. Mais je suis persuadé qu'aujourd'hui, il y a plein d'idées qui germent là, qui ont juste simplement besoin d'éclore et qu'il faudrait leur donner la possibilité. Alors moi, je suis un petit peu en furie. Je vais vous donner mon point de vue un petit peu. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, nous savons qu'en France, nous avons des richesses énormes et qu'on ne sait pas nécessairement les partager, y compris entre nous déjà, hein, entre Français, et on ne sait pas non plus les partager avec les autres. Et je crois que là, il va falloir peut-être qu'à un moment, notre raison d'être sur notre planète change un peu, évolue. Ouf, je sens que j'ai plombé l'atmosphère. Non, pas du tout. Je trouve ça très intéressant, mais il y a plein de choses qui se cachent derrière ça. D'abord, on est en train de dire que des grands laboratoires pourraient abandonner leur licence sur les vaccins, parce qu'on se rend bien compte que le problème il est mondial et que l'épidémie elle n'a pas de frontières, comme la pollution. Par ailleurs, les bonnes actions, et c'est très intéressant ce qui se passe en Afrique justement, parce que la Chine a mis les pieds en Afrique. On connaît les données expansionnelles de la Chine et sa volonté de devenir la première puissance mondiale pour le 100e anniversaire de la révolution culturelle. Donc la Chine fait de la soft diplomatie par le vaccin. Et ça me rappelle quand même que la Chine a évidemment plein d'arrière-pensées et ça correspond à ce que disait Marcel Aimé. Il disait « Nos bonnes actions sont parfois plus troubles que nos mauvaises ». C'est tellement juste. J'aimerais juste rajouter, parce que toute motivation de l'être humain, bon, et sans parler déjà du comportement de singe que nous avons tous, dès qu'on se met en groupe, on devient des singes. Mais toute bonne action a une récompense derrière, que ce soit l'estime de soi, la valeur perçue de notre personnalité à nos yeux, aux yeux des autres. Un don, c'est très souvent un échange différé. Ça c'est mon prof d'anthropologie qui me disait ça. C'est, je te donne aujourd'hui, c'est pas avec abandon. Je te donne parce que tu vas me donner après. Je te donne pour la fête des pères. Toi, tu me donnes pour je sais pas quoi. Donc, il y a toujours une récompense égoïste, un petit peu ce que disait la personne, je sais plus qui c'était, qui vient d'intervenir. On cherche toujours quelque chose. Voilà. Mais tu sais, ce que tu dis me fait penser à l'amour dont certains développent des théories en disant l'amour est égoïste. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, on attend en retour que la personne te dise moi aussi. On aime pour être aimé. C'est difficile d'aimer seul. C'est presque impossible. Pour ce qui est du singe, je voudrais quand même te dire de manipuler ça avec une grande précaution, parce que je l'ai appris à mes dépens. Je vais te citer une anecdote qui est mignonne. J'ai expliqué un jour à mon fils que la théorie de l'évolution. Et je raconte ça, il a des grands yeux effarés. Et quand je lui dis, tu sais, l'homme descend du singe, il me regarde, il me dit, oh, toi peut-être, mais pas moi. Elle est mignonne celle-là. Elle est mignonne. Alors, permettez que j'intervienne un petit peu. Ok. Et à la base, bon, j'ai une formation anthropologique. Bon, là, vous parlez de dons et de contre-dons. C'est évident. Si par exemple si nous prenons l'exemple des multinationales ou les multinationaux ou peut-être par exemple Jeff Bezos qui a son budget, je sais pas comment on fait ça. Sa richesse dépasse 98% des PIB des pays africains. Bon, je suis d'accord. Peut-être qu'il est égoïste. Là, je suis en train de critiquer ce que je viens de dire. Hein. C'est évident. Maintenant, sa solidarité pour lui, bon, Bill Gates surtout, pour lui, c'est de retirer assez d'argent auprès de la population et d'en donner en retour. Maintenant, est-ce que on peut laisser les gens comme ça, c'est-à-dire être assez riches en espérant qu'ils vont réverser une partie à la population, ou carrément on laisse les gens d'une manière ou d'une autre avoir le minimum vital? Parce que aussi il y a plein de philosophes, je ne vais pas revenir dessus. Il y a Svetlana Tedorov qui parlait aussi de ces cas-là,
Et aussi, il y a Cynthia Fleury qui parlait de réhabiliter, c'est-à-dire le soin, hein, le soin, qu'elle soit dans les hôpitaux ou le soin pour les malades ou carrément ouvrir les frontières pour les apatrides. Je suis partant. Moi, en tant qu'Africain, je suis partant peut-être pour une solidarité parce que je pense que ça m'aide. Maintenant, ceux qui se sentent menacés, comment est-ce qu'on peut éventuellement leur dire que, en fait, ce n'est pas véritablement une menace, puisque lorsqu'il y a, lorsqu'il y a un séisme quelque part et que les gens se rendent compte qu'ils n'ont plus de terre et qu'ils viennent vers vous, comment vous faites? Est-ce que vous êtes solidaire à eux s'ils viennent prendre ce que vous avez déjà, c'est-à-dire que ce soit vos boulots, vos terres et tout et tout. Et des fois, les gens qui viennent là, des fois, je parle peut-être sous le coup d'une ignorance, les immigrants, les immigrés, les expatriés, peu importe le nom qu'on donne, sont d'une manière, ne respectent pas le pays dans lequel ils sont. 98% ne respectent pas le pays dans lequel ils sont. Vous allez le voir, ils circulent, ils font du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est une haine à l'intérieur d'eux pour dire que c'est vous qui nous avez permis d'être dans cette situation-là. Donc Alors, peut-être, est-ce que on est, oui. oui, en écoutant là, j'ai envie de formuler une question en lien avec ce témoignage. À Jean-Ange, c'est jusqu'où aller dans la bienveillance et la solidarité? Limite ou nos Oui. limites, Jean-Ange? Alors, Justement, c'est la belle question. j'aurais tendance à dire, pourquoi se donner des limites? Parce que les limites, c'est quoi finalement? C'est les limites par rapport à ce que l'on sait, ce que l'on croit connaître, et ce que l'on voudrait faire et ce que l'on fait. Donc moi, très concrètement, la notion de limite, j'aurais tendance à dire, quand il s'agit d'une action de bienveillance, pourquoi on en aurait? On n'a pas besoin d'en avoir. La question, c'est de savoir pourquoi on le fait. Quand on a vraiment posé la bonne question du pourquoi, on sait comment ensuite. Et là, je pense qu'on sera, j'irai dans les bonnes limites, si tant est qu'on puisse en parler de limites. Donc nos limites, oui, comme ça dans l'absolu, je dirais, bon, bien sûr, allez-y. Pourquoi vous priver? Soyez sympas entre vous. Il y a assez de cons comme ça. Franchement, n'allez pas nourrir la tribu des cons. Il y en a assez. Donc peut-être que d'ailleurs on en a fait partie. Moi, je sais que j'en ai fait partie à un moment, donc j'en parle en juste cause. Hein. Mais bon, quand on sort et qu'on n'est plus con, je vous assure que ça nous fait du bien et croyez-moi, dans ces cas-là, bah, on peut, aujourd'hui, facilement être beaucoup plus à l'aise avec un sujet comme la bienveillance. Donc oui, sans limite. Oui, je dirais allez-y sans limite. D'abord, les limites, c'est plutôt les autres qui vous les donneront. Donc vous ne vous les donnez pas, hein, allez-y, hein. Je vais juste rajouter à cette histoire. Bon, dans mon petit village au Portugal, il y avait un prêtre des Salésiens que était enfermé. Il avait enfermé dans le couvent là où ils habitaient parce que il revenait en slip chaque fois. Il sortait et voilà, et il voyait des pauvres, etc. Il donnait tout, 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 tout. Il rentrait en slip. Et à un moment donné, il a fallu l'enfermer parce que sinon, voilà, parce que pour lui, c'était ça, c'est nos limites. Et ça, c'est intéressant parce que jusqu'où, c'est ça, jusqu'où? Est-ce que si j'ai une chambre en plus, est-ce que je fais rentrer une famille de migrants chez moi ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'où? Et quelle bienveillance? Parce que ça peut être, on parle de la bienveillance au travail, avec les gens dans le bureau, etc. Après, on rentre chez soi. On parle de la bienveillance totale et universelle. Et à quel point cette bienveillance n'est pas contraire à notre santé mentale. Parce que si on Ah oui. n'ignore pas, si tu fais pas un compartiment, que tu n'ignores pas toutes les atrocités qui se passent à deux pas de chez toi, tu deviens fou. Et Ouais, donc, tu es programmé pour te protéger aussi. très juste. Oui, merci Scott pour ce témoignage et en fait la réponse c'est que les limites nous appartiennent à chacun d'entre nous et que nous n'avons sûrement pas les mêmes limites. Alors nous avons Benham qui nous a rejoint on stage pour une question pour Jean Jalican ce soir. Bonsoir à toi Benham. Bonsoir à tous, merci de m'avoir invité. Je voulais poser une question parce que c'est bienveillance et avoir de la solidarité pour travailler, c'est quelque chose mutuel, je crois. Et je voulais savoir, c'est parce que c'est toujours c'est quelque chose perso et d'autre part c'est quelque chose qui est imposé par la société. Les conditions de la société, les conditions sociales parfois imposent quelque chose
qui empêchent d'avoir la solidarité. Parce que, comme vous voyez, travailler, c'est toujours pour gagner la vie, pour gagner de l'argent. Parfois, c'est économique, parfois, non, parfois, c'est quelque chose de culturel ou des autres choses. Mais en tout cas, quand on veut avoir un but, objectif commun, il faut considérer, à mon avis, notre intérêt comme les intérêts des autres. C'est-à-dire, il y a une expression, parce que je suis iranien, et il y a une expression qui dit aime ceux qui, qu'est-ce que je peux pas dire, c'est-à-dire aime ce que tu aimes pour toi-même, aime pour les autres. Ça, c'est la bienveillance. Arriver à ce point de vue, c'est parfois en fonction la, euh, de la situation sociale. Dans une société qui les situations économiques n'est pas très bonne, toujours les gens cherchent leur propre intérêt. Et arriver à la solidarité, à la bienveillance, c'est un peu difficile. Je voulais savoir comment on peut arriver à la solidarité si société nous impose quelque chose d'autre chose, par exemple. J'espère que ça soit clair pour vous, hein, ma question. Merci. Merci. Être solidaire aujourd'hui, très clairement, c'est d'avoir cette volonté commune de travailler ensemble, de réussir ensemble. La solidarité ne demande pas nécessairement ce que ça soit aussi la capacité de tout donner. C'est pas ça qui est attendu. L'idée de la solidarité, c'est de permettre à l'autre de réussir. Pourquoi faire à sa place? Vous savez, très très souvent, les gens pensent avoir bonne conscience en donnant de l'argent à des personnes, mais sans se soucier finalement de ce qui les a amenés à là où ils sont aujourd'hui. Attendez, je crois que la première des choses, la première réflexion, ça serait d'abord déjà de s'intéresser pourquoi cette personne, elle est là aujourd'hui, si tant est qu'elle a envie d'en parler, bien évidemment. Mais surtout, c'est peut-être de lui proposer de réussir, elle, et ne pas faire à sa place offre d'aumône en pensant qu'on a son bien-pensant, et puis voilà, on est tranquille. Moi, j'ai entendu ça quand j'étais dans une école catho. Effectivement, il fallait donner, hein, et puis vous aviez des gens qui sortaient de la messe le dimanche et qui ne voyaient absolument pas les personnes qui étaient en difficulté. C'était pas leur souci. Mais ils avaient bonne âme, parce qu'ils avaient donné à la quête, le dimanche, une petite obole, et puis voilà, ils étaient tranquilles. Donc, ils avaient satisfait leur morale. Ben non, c'est pas ça que l'on attend. Donc, clairement, je pense que la meilleure des choses, c'est parfois d'aider une personne à se sortir d'une situation délicate et difficile. Et c'est ça, la solidarité. C'est de ne pas laisser sur le bord de la route des gens qui ont véritablement besoin de vous, qui n'osent pas le demander, et parfois même auraient plutôt une attitude un peu revêche, en disant, ouais, bah, s'il vient me demander sur ce tour-là, elle va aller se faire voir, hein. Eh bien, de temps en temps, c'est peut-être de se dire, attends, pourquoi je réagirais aussi vite? Peut-être qu'il y a un intérêt à écouter cette personne. Et si on rentre en conversation avec cette personne, on va peut-être pouvoir trouver quelque chose de bienveillant à faire pour cette personne sans nécessairement donner de l'argent. Oui, c'est peut-être utile, mais est-ce que c'est vraiment utile au moment où on en a besoin? Les personnes, vous savez, les personnes qui sont en attente, parfois, c'est pas de l'argent qu'ils veulent, hein, c'est tout simplement pas. J'ai entendu la fin de J'ai pas compris. Excusez-moi. Ça coupe beaucoup là au niveau technique, Benham. Je me suis éjecté dehors. Technique. Ouais. Est-ce que Philippe veut intervenir à une question, un témoignage, avant qu'on clôture cette room tranquillement? Non, bah écoute, je suis avec beaucoup d'attention, mais j'ai pas d'intervention. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Bon, j'ai mes propres nuances évidemment sur l'ensemble, hein, et pour parler encore une fois de aussi bien du feedback et de la bienveillance. Moi, en tant que patron, je demandais. Alors, je suis quelqu'un de particulier. Je suis quelqu'un qui fait grandir ses équipes. Ça, c'est ma caractéristique. Bravo. Donc, je suis en croissance personnelle et j'attends que mes équipes soient aussi en croissance personnelle. Donc, ce que je leur demande systématiquement,
c'est qu'est-ce que je peux faire pour vous débloquer? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour vous aider à performer? C'est-à-dire que je suis là, en fait, pour leur servir de booster, mais pas pour les diriger, pas pour faire du micromanagement. Et en fait, c'est ce qui a permis, dans ma vie passée, effectivement, d'aller beaucoup plus vite que d'autres personnes, même au sein de grandes entreprises. Parce qu'en fait, j'emmenais toutes mes équipes avec moi sur un état d'esprit qui était commun, qui était, vous savez quoi? Ensemble, on construit une fusée et elle va aller très vite. Voilà, c'est juste pour aller dans le sens de tout ce que tu as pu dire depuis le début. Bah, merci, parce que c'est un beau résumé, ça. Oui, tout à fait. Merci Philippe. Alors je crois qu'il est temps voilà d'aller tranquillement vers le terme de cette room. Est-ce que Eric voudrait dire 2 mots avant de laisser la conclusion à toi, Jean-Ange? Moi, je dirais simplement un grand merci. J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit et j'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Donc, merci beaucoup. C'est gentil. Voilà, j'ai bien dit c'est gentil, hein. Mais c'est aussi bienveillant. C'est aussi bienveillant. Moi, vous savez, on est parti sur un titre qui était travaillons ensemble, solidaire et responsable, et on a glissé sur la bienveillance. C'est pas grave. C'est même sacrément intéressant. Ça veut dire qu'on a trouvé finalement entre ces 3 mots, ensemble, solidaire et responsable, que finalement la bienveillance c'était le meilleur carburant qu'on puisse avoir. Alors après, chacun y verra midi à sa porte. L'essentiel c'est de se dire qu'est-ce qui fait sens et vérité pour moi, qu'est-ce qui fait sens et vérité pour les autres, et si à un moment on y trouve des accords communs, j'aurais tendance à dire poursuivons, continuons. C'est pour ça que on revient sur la notion de nos limites. Oui, nos limites. Bien entendu qu'il y aura des limites. Il y aura des limites à la bienséance, il y aura des limites, bien entendu, à la faisabilité. Et puis, une des plus grandes limites quand on est dans la bienveillance, c'est de ne pas pénétrer dans l'environnement privé des personnes. Parce que je crois que là, attention, c'est pas ça la bienveillance. La bienveillance, c'est laisser l'autre faire, entreprendre, et comme l'a dit Philippe, donnons-lui les moyens de booster, de construire une fusée ensemble. Ça, c'est sympa. Ok, magnifique conclusion. J'en profite pour voir Rachid qui nous a rejoint, mais je te donnerai rendez-vous Rachid à la room de demain soir à 18h30 et tu es le bienvenu. Moi, je voudrais conclure pour cette recette gastronomique. Ce soir, Jean-Ange, tu as pris, nous allons prendre quelques doses de bienveillance, mélanger activement l'audace et l'engagement. Ajouter une sauce avec beaucoup de sens, très légère, composée de 2 ingrédients majeurs, authenticité et sincérité. Fouetter avec 3 ingrédients délicieux, posture, attitude et comportement. Surtout, servez ensuite ce plat très chaud et dégustez-le avec coopération, travaillez ensemble et solidarité. Pour une note de plaisir ou de désir, nous dirait Éric Blot, avec légèreté. Mais qu'est-ce que nous nous sommes régalés. C'était une recette signée Jean-Ange Lalican. Merci pour cette room et ce magnifique débat et cette discussion de ce soir. Merci Philippe et Eric pour cette room organisée par les speakers et l'Association française des conférenciers professionnels. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à vous. Une question, est-ce que c'est possible d'avoir, parce que vous avez enregistré, comment peut-on avoir l'enregistrement pour en profiter? C'est possible, hein? Oui, bien sûr. En fait, il suffit de se connecter sur la chaîne YouTube de l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels, où l'enregistrement sera mis. Et d'ailleurs, tous les contenus des rooms qui ont lieu sur Clubhouse tous les soirs sont en ligne et vous pouvez à la fois aller les revoir ou les voir si vous n'étiez pas présent. Et aussi venir nous rejoindre à l'Association française des conférenciers professionnels, puisque nous avons régulièrement des événements en ligne, et notamment notre événement qui va avoir lieu début juin aussi. Donc vous êtes les bienvenus. Ça, c'est un clin d'œil pour le 4 et 5 juin. C'est un clin d'œil pour Lucie, c'est un clin d'œil pour Jean-Ange. On vous attend. Et tous les autres, bien sûr. Je t'appelle. Merci beaucoup. Merci. Vraiment efficace. Merci. Merci à vous tous.
Merci Merci beaucoup. Claude, merci tout le monde. Merci beaucoup.